Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion et je suis avec Balthazar de la Gazette de l'Abîme qui lui aussi est un youtubeur dans le domaine des psychédéliques et de la spiritualité. Et du coup, Balthazar, je t'invite à te présenter toi-même. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Salut Ali, salut Nuit. D'ailleurs, on va t'appeler comment? On t'appelle Ali ou Nuit, Nuit? Ali, c'est pareil, y a pas de souci. Ok, bah écoute, je suis content de discuter avec toi. C'est rare quand même que y ait des interactions entre youtubeurs, surtout dans ce domaine-là, parce que j'ai pas l'impression qu'on est 14 000 non plus en France. Mais voilà, bah écoute, je m'appelle Balthazar, je suis le fondateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle La Gazette de l'Abîme, et les vidéos qui ont pour but de vulgariser l'expérience psychédélique et plus généralement l'exploration de la conscience, c'est un peu le fond de ce travail que j'effectue dans ce domaine parmi d'autres. Voilà comme intro. Voilà. Bah ouais, parfait. Bah je pense que moi aussi c'est un peu près pareil. Vulgarisation des données, on va dire, sur les psychédéliques, scientifiques ou autres, avec un focus sur l'exploration de conscience. Et voilà, et d'autres pratiques comme la méditation ou la respiration holotropique qui rentrent dans le thème de l'exploration de la conscience. Bon, Et on part du sur des coup, bonnes bah bases. On devrait pouvoir collaborer de façon constructive. franchement, oui, je pense que oui, parce qu'au final, on part de la même chose, juste, je pense, on prend différents angles de vue, etc. Et je pense que, bah, un échange, ça serait très intéressant. Comme je t'ai dit, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, qui te regardent aussi, et inversement. Et je pense que ça pourrait être très intéressant d'avoir un débat sur ça. Et du coup, pour commencer le débat, moi, j'aimerais parler d'ayahuasca. Parce que toi, l'ayahuasca, c'est quelque chose que je pense que t'as pas mal expérimenté. Alors que moi, avec l'ayahuasca, j'ai pas beaucoup expérimenté. J'ai expérimenté, on va dire, quelques microdoses et quelques doses assez légères tout seul. Et j'ai pas voulu aller plus loin parce que on va dire, j'avais pas forcément le set and setting ou l'accompagnement idéal. Mais c'est quand même un psychédélique qui est différent des autres. Ils ont quand même tous leurs différences. Mais ça m'a donné vraiment un effet où j'avais un état un petit peu de rêverie d'ailleurs, ou même avec des doses légères où je me sens un peu en contrôle. Je sens que je pouvais facilement partir, etc. Et voilà. Et du coup, c'est une molécule sur laquelle je suis vraiment, vraiment curieux. Ok. Bah écoute, moi j'ai eu mes premières expériences psychédéliques dans la vingtaine, mais c'était des expériences hyper sauvages, tu vois. Je me souviens d'avoir pris des champignons pendant la nuit blanche. C'était cette espèce de d'événement artistique à Paris, et j'avais pris ça au Grand Palais. Et je m'étais retrouvé dans le ventre d'une baleine. Et après, je suis allé manger au Burger King et je me souviens avoir qu'on m'a servi un espèce de burger qui devait faire 3 mètres de long. J'étais là, mais comment vous voulez que je mange ça? Bref, j'avais déjà eu des expériences psychédéliques, et après, je me suis complètement arrêté parce que la vie, quoi, faisait que je voyais plus nécessairement l'intérêt. Puis, je sais pas, en regardant des reportages, des articles à une époque où j'étais un peu en perdition professionnel. Enfin, je pense que le monde, j'étais à la place que le monde attendait de moi, mais pas à la place où moi je voulais être. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'ayahuasca. Et ça a été une découverte cette fois-ci vraiment dans le caractère noble, tu vois, de l'expérience psychédélique, pas le truc que tu fais à l'arrache, etc. Vraiment dans un contexte de cérémonie avec des personnes qui avaient un enseignement éprouvé sur la question, etc. Et ça a été une révélation à beaucoup d'égards. Ce qui est intéressant avec l'ayahuasca, c'est vraiment de, de, de prendre un peu la mesure du caractère de cette substance. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire oui, bon, toutes les expériences psychédéliques étant différentes, peu importe la substance avec laquelle tu vas pratiquer, hormis certains aspects physiques particuliers, il y a peut-être pas forcément de différence fondamentale entre le fait de prendre de la mescaline, du LSD, de la DMT, de l'ayahuasca ou de la psilocybine, si tu veux. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un caractère particulier que j'ai retrouvé à chaque fois. Euh, et ça m'a accompagné pendant, ouais, je pense, pas loin d'une trentaine de cérémonies. Et puis, au fur et à mesure que ça avançait, moi, je me suis dit, tiens, mais il me semble que les champignons, finalement, c'est pas si éloigné que ça, quoi. Il y a,
il y a quelque chose d'un petit peu similaire et à un moment donné où l'ayahuasca a commencé à se taire avec moi, c'est-à-dire que je donnais plus de voyages, j'en suis retourné à des choses un peu plus proches de ce qui pousse sous nos latitudes, de ce qui existe sous nos latitudes, et c'est à ce moment-là que je me suis retourné davantage vers les champignons, entre autres choses. Euh, et c'est d'ailleurs quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent il y a telle substance comme ça un peu entrée de gamme que seraient les champignons parce que plus accessible, et derrière il y a la grande madré de l'ayahuasca et aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment que ce sont des substances qui ont chacune leur propre canal de communication et je crée vraiment aucune hiérarchie entre les unes et les autres. À ceci près peut-être qu'il me semble qu'arrivé à un certain moment, on trouve un petit peu son outil de cœur, tu vois, celui qui résonne avec soi. Et c'est pour ça que je connais des personnes qui pratiquent essentiellement l'ayahuasca parce que c'est la médecine avec laquelle ces personnes-là résonnent. Moi, c'est plus trop le cas à l'heure actuelle, même si je ne enfin voilà, j'envisage, je suis absolument pas fermé à l'idée d'y retourner. Mais voilà, c'était ça mon expérience. Mais je pense aussi que c'est intéressant si à un moment donné on est amené à faire l'expérience de l'ayahuasca, vraiment de le faire au contact de personnes qui comprennent, qui ont eu presque cette validation de la part de la substance même, de pouvoir la pratiquer, parce que ça donne vraiment une couleur très très particulière aux choses. Ok, bah merci beaucoup pour ça. Bah tu sais les champignons, je pense que tu dois le savoir, ils peuvent eux aussi être utilisés avec un imao comme l'ayahuasca et du coup c'est la psilohuasca et je pense que j'ai dû tester une fois ou deux et ça booste beaucoup l'effet, ça lui donne une teinte peut-être un peu plus je sais pas si spirituel ou chamanique c'est le mot, mais quelque chose d'un peu plus qu'on a envie de ritualiser, tu vois, que juste une prise de champignons qui peut aussi être fait de manière récréative, même si c'est pas mon focus. Et comme t'as dit, ouais, au final, ce truc, c'est que tous les psychédéliques, ils donnent un peu la même chose, mais au final, on va tous avoir un petit peu son psychédélique ou peut-être sa famille de prédilection. Et juste un truc qui m'a fait rire quand tu m'as parlé de Burger King avec le burger géant, je pense la deuxième fois où j'avais testé l'LSD. Et voilà, j'étais quand même assez surpris par l'effet parce que je pense que j'avais pris 100 microgrammes en 2 fois et j'avais fumé un moment avant, j'étais encore jeune, j'avais 18 ans, j'étais pas forcément bien organisé et tout. Et du coup, on devait partir manger au McDo avant d'aller chez un ami. Et au moment où je prends ma commande, je suis convaincu que le gars qui veut me faire prendre la commande, il est dans un jeu avec moi où il essaie comme de me piéger ou de je sais pas quoi. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Et je suis comme ça, je dis, qu'est-ce que vous pensez que je veux, tu vois? Et, et voilà, au final, mon ami l'a dû commander pour moi et je me rappelle que les visuels étaient fous. Je me rappelle, il y avait un daron avec ses deux gosses et j'ai vraiment l'impression que les deux gosses, ils avaient des petites têtes d'aliens. En plus, c'était des jumeaux, tu vois. Et le daron, il m'avait l'air grand et fin. Il avait un peu un air d'araignée, tu vois. Et voilà, c'était juste la petite anecdote fast-food psychédélique. Ah, mais c'est un vrai projet, hein. C'est un vrai projet d'associer le psychédélique comme ça et ces substances extrêmement nobles avec le fast-food et voir qu'est-ce qui se passe vraiment quand les deux extrêmes se rencontrent. Je sais pas si je le referai aujourd'hui. Je sais pas si je le referai aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est le genre de choses qui sont amusantes quand vraiment on sait pas trop ce qu'on fait, mais à l'heure actuelle, ouais, j'aurais plus de réserve. Ouais, c'est ça. Genre, Je j'aurais crois. vraiment l'impression de gaspiller le trip en n'étant pas dans le bon Ah oui. set un setting et que je serais beaucoup mieux avec plein de fruits à côté de moi et Oui, voilà. voilà, maintenant on est sérieux, on mange des brocolis, on boit du kombucha, quoi. Ouais, Comme voilà, tous c'est les ça. éveillés. Et l'ayahuasca, bah déjà le fait que c'est une combinaison de deux substances, une plante qui contient de la DMT, et une plante qui va contenir des inhibiteurs de la monoamine oxydase pour que justement l'estomac ne digère pas
la DMT, bah ça fait déjà que bah c'est quelque chose qui doit être plus respecté vu qu'au final bah il y a en tout cas pour la diète parce que bah avec l'ayahuasca quand la diète n'est pas respectée ça peut être dangereux et moi j'en ai fait les frais quand j'avais pris juste une microdose. Je me suis dit c'est une microdose du coup peut-être je peux me permettre de manger de la viande rouge mais au final ce qui était pas intelligent, c'est qu'au final, la microdose, bah, elle est dans la plante qui fait la DMT, alors que les IMAO, ils doivent atteindre un seuil où ils bloquent justement la molécule pour partir. Et du coup, bah, dans la viande rouge, il y avait de la tyramine. Et même si j'ai mangé que 2 saucisses, franchement, j'étais vraiment malade pendant 24 heures. J'avais du mal à me lever, je transpirais. Pendant une semaine, j'étais un peu fatigué. Vraiment, ça a été Ah. un petit déclic de réduction de risque. Ah ouais, ça a dû être parce que c'est marrant parce que moi je mets extrêmement de précautions moi aussi que ce soit pour moi, que ce soit dans les contextes d'accompagnement, etc. Vis-à-vis du fait que si on est amené à utiliser un IMAO, il faut se montrer particulièrement précautionneux. Mais j'avais pas d'exemple jusqu'ici d'un cas où il y avait des répercussions négatives, tu vois. Bah, je Donc pense c'est bien. vraiment Enfin, que si j'avais mangé le repas complet de saucisses, peut-être j'aurais dû faire un passage à l'hôpital, tu vois. Genre, je pense vraiment ah que ouais. si j'avais mangé le plat, ouais, je pense que si j'avais mangé parce que j'étais vraiment mal, alors que franchement, j'ai mangé 2 petites saucisses comme ça et de base, j'allais manger le plat entier, tu vois. Ouais. En plus, c'est tentant. T'es là, genre, ouais. C'est ça, c'est sûr. Le truc, c'est, j'ai Ouais. fait une diète de au moins 2 petits jours avant, tu vois, pour pas que ce soit là. Mais après, quand l'effet est monté, j'étais un petit peu à la fin de l'effet. Je me suis dit pourquoi pas, tu vois, genre, voilà. Ouais. Ouais, bah écoute, dans ton malheur, c'est une éducation que tu peux prodiguer aux personnes qui te regardent désormais. C'est ça, c'est ça. Bah, j'aime bien dire cette anecdote pour que les gens font pas n'importe quoi. Moi, mon mindset, c'était un moment où j'étais un petit peu dans quelque chose on va dire de sportif, d'art martial, et je me suis dit, bah, obligé qu'il y avait des gens à l'époque chamanique qui étaient un petit peu en mode guerrier, mais je pense justement les gens qui étaient en mode guerrier, bah, au final, bah, ils devaient manger du cactus avec, hein, du cactus et de la viande de gnou, hein. C'est très probable. Et alors, du coup, toi, c'est quoi ta médecine de cœur? Enfin, c'est quoi l'outil vers lequel tu as jeté ton dévolu ou quel outil a jeté son dévolu sur toi? Alors, tu sais, moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment les combinaisons. Je pense qu'il n'y a pas Ouais. forcément la majorité de la population qui, on va dire, dans le domaine des psychédéliques, qui est fan de combinaisons. Il y a même beaucoup de gens, on va dire, c'est des maximalistes. Ils aiment bien une seule substance et forcer la dose de cette substance. Moi, je suis beaucoup dans les combinaisons parce que je suis convaincu qu'elles ont un très grand intérêt quand c'est bien fait, bien géré, avec toutes les variables responsables, etc. Mais si je devrais avoir une une molécule de cœur. Déjà, moi, ma famille préférée, c'est les phénéthylamines, plus particulièrement on va dire les 2CX et la mescaline et voilà, ça veut dire, je dirais 2CB, 2CC, 2CE et tout. Et si franchement, je devais choisir ma molécule préférée, je dirais que c'est le 2CE. Et du coup, pour te décrire, si tu connais pas, le 2CE, c'est une molécule qui a été qui fait partie de la Magical Half Dozen d'Alexander Shulgin. Voilà, je suis pas sûr que c'est lui qui l'a créé, mais voilà, c'est une des molécules préférées de Shulgin. Et je dirais que l'effet ressemble beaucoup à une mescaline un peu plus dark, un peu plus sombre. Et voilà, et Shulgin, lui, disait que c'était la molécule idéale pour affronter ses démons. Et en termes d'effets ressentis, c'est une molécule qui a une synesthésie incroyable avec la musique. C'est-à-dire que la musique se mélange vraiment à tous les sens. C'est-à-dire déjà de base avec les psychédéliques, la musique a un très grand impact et va beaucoup se mélanger aux autres sens. Mais avec le 2CE, c'est très particulier et puissant. Ok, ok. Je ne connais absolument pas les research chemicals en fait, hein. Je les connais pas. En fait, j'abaisse
au fur et à mesure de ma connaissance des choses, notamment parce que j'ai des enfants et que je dois appréhender tout ce que je vais faire avec beaucoup de sérieux dans un domaine comme celui-ci. Mais tu vois, moi, tout ce qui était les RC, les substances, il y avait des gens qui me disaient tu connais le 3X72BA ou non, c'est pas du tout ce que c'est. Enfin voilà, et j'ai entendu parler du 2CB à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que j'étais un peu réfractaire. Je me dis wow, est-ce qu'on a les 5 ou 600 années de recul qu'on a par exemple avec les champignons dont on sait qu'ils ont été consommés par les Aztèques, etc. C'était un peu un truc qui m'effrayait un petit peu. Mais il semble effectivement que ça ait des propriétés. Et après, parfois, je me demande aussi, est-ce que ça a un vrai intérêt d'aller chercher toujours des nouvelles options, etc. Dans le sens où il me semble que à la fin, c'est toujours un peu le même mouvement qui se passe. Hein, il y a la conscience qui est réduite à l'état ordinaire, et puis il y a une ouverture, et l'ouverture, elle va t'emmener à droite, à gauche, devant, derrière, à l'intérieur, à l'extérieur. Euh, est-ce que tu vois, c'est un peu tout, ça rejoint un peu ce qu'on se disait en début de conversation. Est-ce que l'ayahuasca c'est plus puissant que le LSD ou la DMT ou la psilocybine? En fait, moi, il m'est arrivé de boire 4 verres d'ayahuasca et envoyer, c'est une histoire véridique, hein, et me lever de cérémonie, prendre mon ordinateur et en envoyer un mail professionnel parce qu'il ne se passait rien et que je m'emmerdais. Tout comme il m'est arrivé de combattre des démons dans l'imaginal avec un gramme de champignons. Donc, tu vois, c'est des questions c'est un peu les questions qui m'animent en ce moment au niveau de la variété des substances qui existent. Alors, pour ce que tu as dit de la substance la plus puissante, je pense qu'au final, la puissance va juste dépendre du dosage et que une puissance qu'on aurait atteint avec une molécule, on pourrait l'atteindre avec une autre molécule avec un dosage différent. Et comme tu as dit, bah, le set and setting, ça joue beaucoup. Des fois, on est sur des doses élevées, on n'a pas beaucoup d'effets. Des fois, on est sur des doses basses, on a beaucoup d'effets. Et je vais te dire, moi particulièrement, pourquoi je pense qu'avoir accès ou peut-être explorer plusieurs substances peut être quelque chose d'intéressant. Par exemple, si je prends l'exemple d'une amie à moi qui est très sensible, elle est BPD, elle est borderline, elle a vécu énormément de trauma. Alors tout ce qui est champi, LSD et je pense aussi ayahuasca, mais bon, elle a pas testé, je peux pas dire. Elle a vraiment beaucoup, elle a du mal, elle a de l'anxiété et elle va tellement avoir peur avec des doses qui restent assez légères que ça lui permet pas d'aller vraiment loin. Alors Ouais, qu'avec ça des molécules, confronte immédiatement, quoi. Elle est mise face à ses traumatismes directs, quoi. c'est ça, mais vu qu'elle a vécu des trucs très très trash, c'est pas forcément la meilleure chose à faire et il y a beaucoup plus de chances qu'elle se ferme, qu'elle s'ouvre à l'expérience. Mhm. Alors qu'avec des molécules, par exemple, comme tout ce qui est 2CB, 2CC, vu que c'est des molécules qui, on va dire, ont quand même un effet plus doux et peut-être une durée plus courte, elle a plus de facilité. Et en particulier pour elle, c'est même pas les psychédéliques classiques qui ont le meilleur effet, en tout cas tout seul. C'est les empathogènes. Par exemple, tu dois savoir que la MDMA, elle était utilisée pour le syndrome de stress post-traumatique. Bah, elle, quand un psychédélique va être pris tout seul, et en particulier les champignons et les LSD qui peuvent un petit peu dérouter et rendre anxieux pendant la montée, le fait qu'il y a un empathogène dans l'équation, par exemple l'AMDMA qui est classique et dans les RC, les RC qui sont connus, c'est le 6-APB, le 5-APB, le 5-MAPB, qui de base étaient créés pour créer des versions moins neurotoxiques de la MDMA. C'était le but de pourquoi ils sont apparus. Et après, il y a aussi des variations d'effet et de durée. Bah, avec la prise d'un empathogène, ça va du coup inhiber sa peur, inhiber son anxiété et lui permettre, on va dire, cette ouverture au trauma. Et du coup, une fois que l'empathogène est monté, elle peut prendre un psychédélique, que ce soit LSD, 2CE, champignons, etc. et partir vraiment dans ces traumas, dans quelque chose de profond. Mais le fait qu'il y ait l'empathogène derrière, ça lui permet de ne pas avoir cette anxiété, cet état de panique, cet état de run or fight, c'est cet état où justement elle va plus voir ça comme comme justement une situation où tout part en cacahuète
qu'une situation où vraiment elle peut gérer ses traumas. Alors que quand il y a un Mhm. empathogène dans le fond, elle peut justement aller dans ses traumas, en parler, etc. Et je me rappelle qu'au début, tu sais, j'avais du mal à comprendre, vu que moi, je suis assez à l'aise avec les psychédéliques. Et elle, avec des petites doses de psychédéliques, elle avait vraiment du mal. Elle était inquiète, elle était parano et tout. Et je comprenais pas beaucoup. La première fois qu'on avait fait un Candy Flip, du coup, Candy Flip, c'est lysergique en pathogène, du coup, classique LSD MDMA. Cette fois, c'était de l'ALAD et du 6-APB. Du coup, l'ALAD, c'est un dérivé de l'LSD qui est plus gentil. Ça veut dire il est moins puissant, il dure, à place de durer 12 heures, il dure 8-9 heures, et il est moins, on va dire, il pardonne plus que le LSD qui met quand même des grosses tatanes. Et le fait qu'elle ait pris cette combinaison, elle a pu parler de traumatismes d'enfance très douloureux qu'elle a pu dire à personne elle faisait des consultations avec des psys pendant peut-être 15 ans, tu vois, elle a jamais pu en parler. Mhm. Ouais, je comprends. Euh, Ça soulève pas mal de choses que tu dis. Déjà, je savais pas que. Il me semblait que justement, si les dosages étaient bien respectés, tu parlais de la neurotoxicité de la MDMA. Il me semblait que Oui, c'était oui, pas oui. véritablement. Tant que les dosages sont respectés, on n'est pas dans la neurotoxicité. Genre, Mhm. les gens qui sont dans la neurotoxicité, on est dans une consommation abusive qui a rien à donner. C'est-à-dire, Ouais. personne n'est censé arriver dans cette neurotoxicité, en tout cas dans un cadre responsable, etc. Mais je sais juste que les molécules 5-MAPB et 6-APB ont été créées pour, à la base, je pense que le but c'était pour avoir quelque chose de moins neurotoxique, peut-être que je me trompe, mais au final ça a donné des molécules qui sont un peu moins stimulantes que la MDMA, qui ont une durée plus longue. Le 5-MAPB, lui, il est même sédatif, c'est vraiment un trip que tu as envie de faire dans ton lit, dans ton salon, allongé du début à la fin. Et le 6-APB, il a même une petite touche psychédélique, c'est-à-dire il a 8 heures d'effet, c'est assez intéressant. Et au bout de 4 heures, on passe de quelque chose de purement pathogène à quelque chose d'empathogène avec un petit peu de psychédélisme, et c'est assez intéressant. Ok, ok. Bah, tu vois, moi, toujours dans cette logique un petit peu au départ qui était, moi, je voulais rencontrer enfin, tu sais, le truc qui pousse dans la terre ou vraiment au pire deux plantes que tu mélanges l'une avec l'autre. Il y avait un peu cette fermeture d'esprit que j'avais au sujet de tout ce qu'allait être à l'état moléculaire et puis notamment au sujet de la MDMA. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension, tout simplement parce que on me disait que la MDMA, c'était, bah, on ouvre à fond le robinet de la sérotonine. Moi, je me disais, ok, si c'est pour passer un super moment pendant 3 heures, mais ensuite avoir envie de se jeter par la fenêtre pendant 2 jours, je suis pas sûr que le jeu envahit la chandelle. Et je suis revenu de mon jugement. Je suis revenu de mon jugement, notamment aussi parce que j'ai regardé tes vidéos sur les associations. Euh, Entre autres choses, ça m'avait été pas mal recommandé justement d'associer par exemple la psilocybine et la MDMA. Et la lecture que j'en ai aujourd'hui, alors il semblerait que je sois le seul hein, dans ce point de vue-là, mais enfin pas le seul, mais en tout cas ça passe pas l'unanimité. Mais j'ai l'impression qu'un psychédélique classique va essayer va réaliser un travail d'excavation, tu vois. Il y a tout un matériau psychique qui se trouve dans les coulisses et qu'on va les mettre sur scène. Et que ça peut avoir quelque chose de confrontant. Euh, c'est peut-être une approche un peu. Non, non, Moi, j'aime j'aime beaucoup ton bien. approche, je suis tout à fait d'accord avec ce truc des coulisses que tu as dit. Ouais, ouais, non, mais si tu veux, moi, j'ai ce côté. Alors, je sais pas, est-ce que c'est du masochisme? Est-ce que c'est une approche qui se veut un peu guerrière, que sais-je? Moi, il me semble important à un moment donné d'aller confronter le truc, si tu veux. Moi, c'est comme ça que j'ai été formé, enfin que j'ai été initié plutôt. Dans cette idée de rencontrer quelque chose de pas forcément facile. Alors c'est peut-être judéo-chrétien, hein, tu vois, forcément il faut souffrir un peu, etc. Tu vois. Mais il m'a semblé qu'il y avait d'une part ce travail d'excavation et que quand c'était associé par la suite, soit à une autre cérémonie, enfin soit à une autre session, on va dire, soit dans la
continuité de la première prise en fait et d'y associer de la MDMA réalisait cette espèce de coussin d'atterrissage comme ça, d'enveloppement d'amour, etc. Qui à mon sens, j'ai parlé là, j'ai fait une vidéo là récemment avec Françoise Bourza qui accompagne des parents qui ont perdu des enfants, tu sais, qui justement sont accompagnés dans leurs expériences psychédéliques de façon à mieux appréhender le deuil, à trouver un deuil paisible, qui soit vivable, etc. Et elle, dans la réflexion qu'on avait, elle se disait que ce serait plutôt d'abord la MDMA et ensuite l'expérience psychédélique. Moi, j'aimais bien cette idée qu'il y ait d'abord ce travail d'excavation, tu vois. Tiens, le truc dégueulasse là, on le met ici, tu vois, il est là, voilà. Et maintenant, en incorporant la MDMA, on est capable de le regarder avec cette empathie, avec ce détachement, enfin voilà, le fait de nommer ce qui est, et avec cette dimension thérapeutique que prend la parole sous l'influence de la MDMA, j'ai l'impression que ça me semble être un bon processus. Alors, à ce stade, je l'ai essentiellement expérimenté sur moi-même, hein, voilà. Donc, je vais pas en tirer des conclusions que je vais balancer à tout le monde, etc. Mais tout ça pour dire que il y a que les cons qui changent pas d'avis, tu vois, et que au départ, j'étais un peu fermé à ces idées-là, et que plus ça fait son chemin, plus ça me semble intéressant. Ouais. Alors déjà pour ce que tu as dit de la souffrance judéo-chrétienne, je pense au final ce truc de aller affronter la souffrance, par exemple je pense même dans le bouddhisme, le taoïsme, au final la souffrance elle est mise en valeur un peu, la souffrance est le plus grand professeur, c'est de là qu'on apprend. Et par rapport à ce que tu as dit avec les psychédéliques, que justement on va sortir ce qui est dans l'inconscient, ce qui est dans les coulisses, on va le mettre sur scène, le truc c'est que vu qu'on n'a pas tous le même vécu, il y a des gens qui ont vécu des choses tellement horribles que tu veux pas forcément aller dans les coulisses et dire tous les cadavres, venez, on va vous mettre devant, on va vous gérer maintenant, tu vois. Il y a des gens avec qui ça va être beaucoup plus difficile de faire face à ça. Et je pense on a au final tous la chance d'avoir moins de traumas que d'autres, et puis la malchance d'avoir plus de traumas que d'autres. Bon, je sais même pas si c'est le mot chance qu'on peut utiliser. Et ce que tu as dit de la MDMA et d'un psychédélique, par exemple comme coussin d'atterrissage et tout, il y a deux combinaisons qui sont particulièrement connues. La première, c'est le Candy Flip qui est très connu. C'est classiquement, on prendrait de l'LSD, puis 3-4 heures après, on prendrait de la MDMA pour que les plateaux soient joints. Et au final, ça a un peu l'effet coussin d'atterrissage, parce que la MDMA montre quand on revient un petit peu de ce pic d'intensité et qu'on arrive sur le plateau. Mais il y a une autre combinaison qui est le Nexus Flip, qui par exemple va être une prise de MDMA suivie 2 heures, 2 heures et demie après du 2CB. Et un des meilleurs trip reports que j'avais lu sur ça, c'était le trip report de Josie Kins, la créatrice de Psychonaut Wiki, qui justement l'a fait, on va dire en solo. Elle était avec sa copine qui l'a géré par Skype, on va dire. Et l'intérêt de ce genre de substance, c'est qu'au final, c'est l'intérêt d'abord de la MDMA tout seul pendant les premières heures. La MDMA, elle va pas forcément faire le travail de mettre ce qui est derrière devant la scène. Mais ce truc de chercher ce qui est derrière devant la scène, quand on a un petit peu le savoir, les connaissances, on peut le faire sans psychédélique. Et justement, ça nous met dans un état d'acceptation où on va pas être dégoûté, effrayé, repoussé, parce qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, la MDMA en premier, elle permet de mettre les choses en avant. Et le 2CB, ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive un petit peu vers la fin du plateau. Et plutôt qu'avoir une expérience classique de MDMA qui va durer 4 heures à peu près, le 2CB, je connais pas le mécanisme chimique exact, mais il va, on va dire, faire une sorte de coussin d'atterrissage aux effets empathogènes. Du coup, la MDMA, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'à la fin de l'effet, il y a une chute un peu rapide, où on passe d'un état où on se sent très bien à un état où d'un seul coup, on est un peu déprimé pendant un moment. Le 2CB, il va annuler ça, d'une certaine manière, et il va continuer l'effet empathogène, et il va donner une sorte d'effet psychédélique. Et le 2CB, c'est quelque chose qui est beaucoup dans le toucher, dans le somatique,
Et du coup, par exemple, Josie Kins qui avait vécu des agressions sexuelles, ça lui a permis à la base avec la MDMA de refaire remonter le traumatisme et de le gérer, de pleurer, de faire des choses comme de la respiration holotropique, de la méditation pour accepter le truc et le faire rentrer au mieux. Et puis quand le 2CB est rentré, c'était plus un petit peu pour, on va dire, explorer ces zones qu'elle a libérées, ces portes qu'elle a ouvertes, ces prisons, ces trucs dont elle s'est libérée pour explorer ça, pour refaire la paix avec son corps, avec le toucher, avec ces zones au final blessées. Les traumatismes se stockent dans le corps comme les émotions. Et voilà. Et je pense que le Nexus Flip, bah, c'est une expérience qui est complète de par le fait que qu'on commence par l'empathogène et du coup après on va dire on l'allonge et on va vers quelque chose de plus psychédélique et voilà c'est ce que je voulais dire par rapport à ce sujet de combinaison de la MDMA. Ok, c'est intéressant, hein. C'est intéressant et je pense effectivement que on a juste gratté la surface, hein, de tout ce qu'on peut découvrir à ce niveau-là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que voilà, dans des contextes qui le permettent sur le plan légal, moi j'ai quand même accompagné pas mal de personnes dans leurs expériences avec les substances qui sont rendues légales dans certains États, etc. Et j'ai observé que il pouvait quand même y avoir quelque chose de résolutif pour certaines personnes qui vivraient ces traumatismes, notamment les traumatismes de l'ordre de la violence sexuelle dans l'enfance, tous ces sujets qui ne nous mettent pas en joie. Et j'ai souvent observé que quand il y avait aussi ce côté décidé, tu vois, que j'avais de la part de ces personnes qui disaient, ok, je suis passé par la psychanalyse, par la psychiatrie, par le MDR, par les antidépresseurs, par tout ceci, par tout cela. Mais là, en fait, je considère un peu cet événement comme un peu ma dernière chance et je vais aller questionner, en l'occurrence, la psilocybine, puisque c'est ça la molécule la plus tolérée, dirons-nous. J'ai remarqué que si l'expérience était difficile souvent pour elle, il y avait quand même le fait, wow, d'un coup, tu vois, pour des personnes qui vivent depuis l'adolescence un espèce de mal-être aussi bien physique que psychique, sans réussir à nommer d'où est-ce qu'il vient, et à un moment donné avoir cette résurgence mémorielle, tu vois, émotionnelle de ce que ces états ont pu être, avec une intégration derrière. Alors, l'intégration peut être simplement le fait de discuter avec cette personne-là pour la permettre de mettre un peu en exergue ce qu'elle a vécu et d'un coup en fait de le considérer comme quelque chose qui fait partie d'elle, ou alors dans d'autres cas pour certaines d'autres personnes peut-être rediriger ensuite vers un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre qui peuvent aider justement à intégrer ces traumatismes-là. Juste une substance au final très simple comme des champignons peuvent aussi faire beaucoup, tu vois. Mais c'est vrai que plus les choses avancent, plus je me dis qu'il est aussi intéressant de regarder un peu l'éventail, tu vois, des possibles, avec en même temps la considération du fait que tant que effectivement on n'a pas le même recul sur ces substances-là qu'on peut l'avoir sur l'ayahuasca ou les champignons qui ont été tellement longtemps éprouvés, il y a quand même aussi une part de risque, je pense, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur cette part de risque. Après, moi, ma vision du naturel synthétique, au final, je me dis qu'Alexander Shulgin, ce grand homme, est quand même né d'un coït naturel et au final tu vois lui est un humain naturel qui au final l'humain on peut dire que c'est quelque chose de naturel qui a créé quelque chose d'autre à partir de quelque chose de naturel et voilà Ah mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi je fais pas de différenciation je fais pas de différenciation si tu veux entre ce qu'on va qualifier de synthétique et au final tout vient du même truc, hein. Je veux dire même le plastique ça vient du carbone, pétrole, hydrogène, oxygène, azote. Voilà. Non, c'est pas le sens de mon propos, c'était plutôt est-ce que justement une molécule qu'on a découvert l'année dernière tu vois, on va pas avoir des mauvaises surprises avec, c'est plus de cet ordre-là. Mais encore moi je suis pas chimiste, hein, tu vois, on va dire mes connaissances quand même
dans la dimension vraiment neurochimique et scientifique, elles sont trop limitées pour que je puisse m'avancer sur quoi que ce soit, tu vois. Mais j'entends et c'est pas du tout une invalidation. En fait, c'est plus un questionnement général, tu vois. Oui, oui, j'ai très bien compris. Et voilà, moi je voulais juste te dire que dans mon point de vue, c'est sûr qu'il y a des molécules dans les RC, parce que les RC, il n'y a pas que des RC psychédéliques, etc. Le fentanyl, par exemple, on peut dire que c'est un RC. Il y a plein de RC de type opiacé, de type stimulant, qui sont très dangereux, par exemple comme la 3-MMC qui fait des ravages. Mais je pense que, Hmm. en tout cas, les molécules sur lesquelles a travaillé Alexander Shulgin, j'ai tendance à leur faire pas mal confiance, vu qu'au final, c'est pas non plus des choses qui ont été faites l'année dernière, c'est des choses qui ont des fois 20 ans, 30 ans, etc. et qui ont quand même eu le temps d'être testées, explorées. Et sur Internet, sur des forums comme Blue Light, par exemple, on peut vraiment trouver des threads où il y a des centaines de personnes qui vont dire leur expérience. C'est possible aussi de savoir un petit peu dans la neurochimie, savoir sur quel récepteur ça tape, etc. Du coup, ce que je veux dire, c'est oui, les RC vont toujours être, on va dire, il y a toujours plus de risques de l'inconnu que quelque chose de très ancien comme les champignons et l'ayahuasca, par exemple. Mais par exemple, l'ayahuasca qui reste quelque chose d'assez intense, qui demande aussi une diète, etc. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui, avec l'ayahuasca, risqueraient de peut-être être dans quelque chose de problématique, de pas savoir intégrer, D'en de chier, partir dans quoi. quelque chose de trop puissant. Ouais, voilà. Ouais. Alors que peut-être avec une molécule comme 2CB-Fly, qui était la molécule préférée d'Anne Shulgin, une petite dose ou quelque chose comme ça leur permettrait d'avoir au final juste ce qu'il leur faut de la manière qu'il leur faut. Mhm. Ouais, ça me paraît complètement valide. Ça me paraît complètement valide. Si ça te va, tu sais, moi qui suis beaucoup dans les combinaisons, j'aimerais te parler d'une combinaison sur laquelle je travaille, en tout cas j'explore depuis je pense, ça doit faire depuis 2016 que je l'explore. Et Est-ce que cette c'est le Ali combinaison, Flip? Est-ce que oui c'est bien ça, c'est ça c'est bien ça? exactement. Ouais. Ok. Bah, dis-toi, le Ali Flip, de base, c'est même pas moi qui lui avais donné le nom, c'est juste vers 2016, quand j'ai commencé à expérimenter avec le Candy Flip et le Nexus Flip, je me suis dit que ça pourrait être particulièrement complémentaire, dans le sens où au final, un Ali Flip, c'est quoi? C'est un Candy Flip où il y a du 2CB à la fin, on pourrait dire c'est un Nexus Flip où il y a du LSD avant. Et je me suis dit, la descente du candy flip, elle est parfois difficile, alors que le 2CB, il peut avoir un petit peu ce côté coussin qui remonte, comme un nuage qui t'attrape et qui te remonte et quoi. Et du coup, j'avais commencé à l'explorer moi et avec mes proches de l'époque. À l'époque, j'étais jeune, je pense que j'avais 19 ans comme ça. Et voilà, et au fil du temps, il y a plein de gens qui l'ont testé avec moi. Et je me rappelle, c'est un ami qui avait commencé à appeler ça le Ali Flip parce qu'il voyait que cette combinaison en particulier, je l'explorais beaucoup. Et voilà, et au fil du Ah, temps, tu je vas pense, marquer. j'en ai. Attends, si ça se trouve, tu vas marquer le monde psychédélique de ta pierre avec le Ali Flip. Ça deviendra un truc. Je te le souhaite. Franchement, moi, c'est mon rêve, tu vois, qu'un jour je croise quelqu'un d'une manière random et il dit ouais, tu sais pas quoi, j'ai fait un Ali Flip. Je dis ah salut, tu vois. Bah écoute, Parce que franchement, si un jour je suis amené à l'essayer et que ça marche, je revendiquerai le Ali Flip et cette dénomination-là et pas une autre. c'est ça. Bah, dis-toi, bah, quand j'ai commencé à utiliser le nom, bah, je l'ai rajouté sur la liste des substances de Wikipédia. Et du coup, vu qu'il est là-bas, des fois, il y a même des Américains sur Reddit, ils posent des questions, ils disent oui, je veux tenter un Alif Live, vous me conseillez quoi pour les timings et tout, tu vois. Incroyable, Et voilà. incroyable, trop cool. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est, j'en parle sur Internet. Une fois, j'ai même demandé à ChatGPT c'était quoi. Il a réussi à me sortir approximativement ce que c'était, tu vois. Et voilà. Bon, ça m'a fait Trop plaisir bien. une interaction avec un Ah, robot. Du coup, on est dans ce genre de monde. Et et voilà. Et tu sais, du vu coup, c'est qu'après quelle j'en ai forme c'est? beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement le Ali Flip? Tu peux m'en parler parce que voilà, Bien sûr. peut-être que Bah, les je vais personnes qui t'en. regardent ma chaîne ne connaissent pas forcément, tu vois, donc c'est intéressant. C'est très probable. Du coup, pour expliquer le Haliflip, c'est un mélange de trois substances différentes. Du coup, un lysergique,
un empathogène et une phénéthylamine douce de type 2CB. Je dirais que de manière classique, c'est LSD, suivi 3-4 heures après de MDMA, suivi 2 heures, 2 heures et demie après de 2CB. Et au final, on peut faire rentrer toutes les variantes dans les lysergiques, le 1PLSD, la LAD, l'ETLAD. Les empathogènes, il y a aussi le 6-APB, 5-MAPB, le 2CB pourrait être remplacé par du 2CC, du 2CD. Ce que je veux dire, c'est il y a un large panel de molécules et je vais essayer un petit peu d'expliquer l'effet d'abord chimiquement et puis un petit peu sur le plan de l'expérience, peut-être spirituel ou quoi. Du coup, chimiquement, on commence par le lysergique, le LSD, qui est une molécule qui va atteindre son pic en 3 heures. On va dire au bout d'une heure, ça commence à monter un peu rapidement. Et puis vers 3 heures, on a atteint le pic, le plateau. Et ce que ça fait, c'est ça va connecter des synapses, des neurones qui se connectaient pas entre eux avant. Et ça va induire, ce qui est l'effet, je pense, principal des psychédéliques, une dissolution de l'ego. Les barrières, notre carapace tombe et on fait face à ce qui est derrière. Et on n'a plus ce filtre, ce tuyau qui limite le nombre d'informations qu'on reçoit et on a tout un petit peu qu'on se prend d'un seul coup. Et à ce moment-là, on atteint le pic. Au moment où on atteint le pic, c'est le moment où l'empathogène va faire effet. En fonction de l'empathogène, un peu plus tôt ou plus tard. Le 6-APB qui est long est pris un peu plus tôt. Du coup, dès la fin de la montée, il commence un petit peu à accompagner. La MDMA, elle va plutôt arriver dès qu'on est un peu posé sur le plateau. Mais au final, l'effet est le même. Imaginons une image que j'aime bien reprendre, c'est imaginons que les LSD, on est là et on ouvre un couloir dans sa maison, un couloir qui au final on n'a pas exploré, je dirais l'inconscient, un couloir qui serait sombre avec des portes qui seraient un peu, tu vois, quelque chose duquel où il y a tous nos traumas, où il y a tous nos désirs enfouis, etc. Et Ouais. la NDMA, avec un effet empathogène qui va libérer de la sérotonine, de l'ocytocine, on est dans un état où on a une sensation de bien-être, une sensation de relaxation, une inhibition de la peur et de l'anxiété. Je pense que c'est une action sur l'amygdale, si je me trompe pas. Ça va Mhm. faire que c'est comme si on mettait de la lumière dans ce couloir. Et c'est comme si ce couloir qui au final nous paraît sombre, et des fois avec les psychédéliques, LSD, champi, de base, avant de faire l'expérience, on veut aller vers ces démons, on veut aller vers ces peurs, mais une fois arrivé, on n'ose pas trop, on a plus un peu en mode ralenti et tout. Alors que cet effet, cette sensation d'apaisement, cette sensation un petit peu de confiance qu'on peut avoir, ça va faire que c'est comme si la salle, elle est éclairée et on peut justement aller et partir dans ces pièces poussiéreuses où il y a encore tout n'est pas bien rangé. C'est des endroits qu'on va dire on a un petit peu abandonné rapidement, comme par exemple le concept d'un trauma. Bah il y a une dissociation, il y a un refoulement, tu vois, et justement, c'est ces endroits qu'on a refoulés et tout, on peut partir. Et autant, par exemple, avec le LSD tout seul, il faut partir et vraiment avoir beaucoup de courage et de détermination pour commencer à ranger, nettoyer, observer ce qui se passe dans ces salles. Autant avec un empathogène comme la MDMA, le fait qu'il y ait cette lumière et tout, le travail, on va dire, ça reste une souffrance à vivre, à affronter. Ça reste des choses pas faciles devant soi, mais au moins il y a un petit peu cette lumière qui vient et qui facilite la chose. Et par exemple, quand on parle de mort de l'ego, par exemple la mort de l'ego, toi aussi t'avais fait une vidéo dessus il y a fort longtemps, bah, c'est justement cette acceptation de partir dans l'au-delà, d'accepter d'abandonner tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on connaît, et de faire entièrement confiance à l'univers et de se laisser couler dans ce qu'on ressent comme la mort. Et bah avec un empathogène, c'est beaucoup plus simple parce que justement il y a un petit peu cette confiance et on va dire cet ego, on va dire avec un psychédélique classique, l'ego il meurt et il est un petit peu il crie, il hurle, il fait ah. Alors que quand on a l'empathogène derrière, on est un petit peu dans le tout va bien, dans l'enfant intérieur qui arrive C'est à pas grave. ouais voilà c'est ça, on arrive un petit peu à plus lâcher et tout. Et moi d'ailleurs, c'est la plus grande expérience de ma vie, c'était ça justement, parce que le mélange de ces deux molécules, tant qu'il n'y a pas la troisième, ça reste un candy flip.
un mélange Mhm. très classique, je pense, qui a été fait depuis les années des hippies, les années 60, tout ça. Et moi, bah, du coup, c'était ma plus grande expérience, un mélange de, je pense, que c'était quand même 250 microgrammes de LSD, une bonne dose de 6-APB. Et c'est là que j'ai vécu ma première mort de l'ego totale, où vraiment j'ai l'impression de partir et d'avoir tout compris et d'avoir vécu l'expérience prophétique, religieuse, où je saurais comment l'exprimer. Mhm. Et justement, bah, par exemple, il y a Andrés Gomez Emilson. C'est quelqu'un, je pense, il a un doctorat de Stanford qui parle des psychédéliques et tout. Il parle beaucoup du Candy Flip et il parle aussi du Ali Flip indirectement en parlant de rajouter du 2CB. Il dit que justement, comparé aux maximalistes qui vont dire, par exemple, avec le LSD, la dose de mort de l'ego, elle est plus à partir de 400-500 microgrammes, qui sont des doses particulièrement élevées, ou même moi, avec la centaine de tripes que j'ai derrière moi, je me sentirais pas à l'aise d'aller à 400-500 microgrammes, et c'est vraiment un territoire assez flippant. Et il disait que justement, à ces doses de 400-500 microgrammes, même si on peut atteindre la mort de l'ego, on passe d'abord par un moment qui est particulièrement dark et difficile. Alors Mhm. qu'avec cette combinaison, on peut être à des dosages plus légers, de 200, 250 comme ça, même si voilà, pour la réduction de risque, 200, 250 microgrammes, c'est pas du tout un truc de débutant, c'est un truc particulièrement vénère. Et, euh, et il disait que justement avec cette combinaison, c'était possible de vivre cette expérience de samadhi, ce plus 4 dans l'échelle de Shulgin, on va dire ce que recherchent tous les moines bouddhistes, etc. Cette sorte de libération, la claire lumière, ça a tellement de noms et ça peut pas vraiment être appelé. Avec des doses dans lesquelles on est dans quelque chose de plus gérable et de moins claque, tu vois. Mais alors, juste, je Et suis pas sûr oui, de te vas-y, dis-moi. comprendre. Euh, Là, j'ai bien compris ce que tu dis de l'association entre, par exemple, ce que un lysergique et un empathogène. Je comprends pas bien quel est le rôle de la troisième molécule. Oui, parce que j'en ai pas encore parlé. D'accord, ok, d'accord. J'avais peur d'avoir loupé un truc. Oui, oui, non, non, pas du tout. Je t'ai d'abord mis la première partie pour expliquer le candy flip déjà, et du coup, bah, le candy flip, du coup, bah, imaginons le LSD, il va durer 12 heures. On a quand même, par exemple, si on prend la MDMA, elle dure que 4 heures, tu vois. Et du coup, ce Mhm, qui se passe, c'est quand l'effet de l'empathogène se finit, l'effet du psychédélique est quand même vers la fin, mais on a la descente de MDMA qui est un peu un crash, avec 6-APB, 5-MAPB, il y a un crash, mais qui est plus doux, je trouve, et on a la fin de l'effet psychédélique, et des fois, la descente du LSD, elle peut être pas si facile que ça, toute mhm. seule, tu vois. Et du coup, moi, je me rappelle que ma descente, elle était quand même particulièrement difficile, tu vois. Je pense que j'en ai appris quelque chose, j'ai appris quelque chose de cette souffrance. Mais la descente était quand même particulièrement dure dans ce candy flip et d'autres candy flip que j'ai fait plus tard avant de penser au Ali flip. Et du coup, je me suis inspiré du Nexus Flip où le 2CB, j'en ai parlé avant, est pris 2 heures après la MDMA. Et qu'au final, même une petite dose de 2CB, elle va faire un effet, ce que j'appelle un effet tampon, qui va un peu annuler la descente et faire qu'il y a une baisse des effets plus douces et ramener l'effet psychédélique en lui-même. Et du coup, pour reprendre la métaphore du couloir sombre, c'est comme si après être parti dans le couloir, avoir mis la lumière avec l'empathogène, avoir rangé, dépoussiéré, etc., bah à la fin d'un seul coup les effets ils baissent, il y a le gardien du donjon qui dit sortez de mon couloir, tu vois, et qu'il faut rentrer après qu'on ait tout rangé. On sait qu'on a fait du travail intérieur, on sait qu'on a rangé des traumas, mais on est juste un peu épuisé. La descente du candy flip elle peut être un petit peu brusque, qui fait qu'on se dit les choses belles et les réalisations qu'on a eues, on peut peut-être avoir le recul de ah mais c'était juste l'effet de la substance, et après limite être dans cet effet où l'empathogène est descendu, on est un peu dysphorique et se dire ah mais en fait tu vois, je trouve que le candy flip il a quand même quelque chose d'assez dur et parfois plus dur dans la fin des effets qu'un trip de LSD classique, même si le trip en lui-même est plus simple. Par exemple, Frédéric Fischer-Meckel, qui a travaillé avec Stanislas Grof, elle disait que bah, les gens qui ont du mal avec les LSD, un candy flip, ça peut leur rendre un trip d'LSD plus simple, tu vois. Mhm. Mais cette descente qui peut être un peu difficile,
bah, je me suis rendu compte que le 2CB, du coup, qui va faire cet effet tampon, qui va continuer l'effet empathogène de la MDMA ou voilà, va en plus faire un effet sur le psychédélique parce qu'il est pris, on va dire, à H+6, H+7 du LSD. Du coup, on est au moment où le LSD va commencer à descendre et imaginons, c'est ça la courbe. Je vais faire ça bien. On monte avec le LSD, puis on monte encore avec l'empathogène, puis on est au plateau. Et dans un candy flip classique, bah, les deux, ils descendent un peu en même temps et on est comme ça. Alors que dans l'autre, quand on arrive là, bah, le 2CB, il arrive et ce qui doit descendre, il le fait monter et on reste un petit peu dans le plateau et on continue le plateau plus loin. Et à la place d'avoir une descente qui est un crash, bah, il y a tout qui descend de manière un peu progressive et l'un qui monte. Et à la fin, la descente, elle est vraiment très douce. Et dans la métaphore du couloir, bah c'est comme si ces salles qu'on a un petit peu arrangées, dépoussiérées, nettoyées, enlevé les vitres brisées, enlevé tout ce qui était vraiment dérangeant. Avec le 2CB, on peut, on va dire, être plus dans l'exploration, c'est-à-dire la pièce est quasiment rangée, on se pose et on regarde des trucs, on dit waouh, mais ce tableau je l'ai jamais remarqué, même si je l'ai dépoussiéré et tout, je peux le poser là. Et tu explores cette zone-là et après, au final, bah c'est comme si la nuit c'est fini et ce couloir où on a tout nettoyé avec de la lumière qui était un peu, on va dire un peu pas si naturel que ça, parce que les empathogènes, ils ont pas, je pense quand même un effet aussi naturel que les psychédéliques où il y a ce largage de sérotonine. Vu qu'après on est dans le 2CB, bah c'est comme si un petit peu il y a la lumière du jour qui tape. Et là on peut même regarder à l'extérieur, on regarde par la fenêtre, mais on dit mais le jardin, la nature, elle est magnifique d'ici. Et moi c'est des pièces dans lesquelles j'allais même pas, tu vois. Et c'est ça un petit peu la grande différence avec un candy flip classique, c'est qu'après on a encore plusieurs heures où on peut explorer dans un état où on a encore l'effet empathogène bien-être, même s'il est plus léger, plus doux, plus on va dire un peu nuageux, tu vois, un peu flottant plutôt que bah, la MDMA qui est un peu qui tape, tu vois. Et l'effet psychédélique, on passe justement dans une transition où l'un descend, l'autre monte, on garde le même plateau, mais le LSD c'est quelque chose d'un petit peu de plus pointu, de plus précis, tranchant, que le 2CB qui est un petit peu plus dans les courbes, dans la lisseur. Et voilà, et du coup à cette fin d'expérience, on peut, on va dire tout le matériel que on a fait sortir avec le LSD, que l'on a géré, etc., avec l'empathogène dans l'effet Candy Flip du début, on peut justement le découvrir, le regarder, voir, on va dire, voir ce qui est sorti et vraiment ces zones qui au final étaient des zones grises, comme dans les jeux vidéo, les personnages en gris qu'on peut pas encore activer, de justement pouvoir explorer ça et voir ça. Et ce que j'ai remarqué avec le Ali Flip sur moi ou sur les autres personnes, c'est déjà que la fin de l'effet, elle se fait très doucement. Les effets ils disparaissent très lentement. Au final, ça, c'est une expérience qui au final est assez longue. Hein. Elle peut être sur 14 heures, 15 heures. Tu vois, c'est vraiment long. Mais à la fin, vraiment, on s'endort tranquillement. Et le lendemain, bah, un effet qui est propre, je pense, au Nexus Flip, c'est que le 2CB, d'une certaine manière, je saurais pas te l'expliquer pharmacologiquement, mais il annule la descente de l'empathogène. À la place d'avoir après D'accord. 1, 2, 3 jours où on est un petit peu déprimé et tout, je sais pas ce que fait le 2CB, mais ça annule un petit peu cet effet. Et tous les gens qui ont fait un alley flip, que ce soit avec moi ou des gens qui l'ont fait loin de moi et qui après m'ont fait des retours, j'ai interviewé je pense 5, 6 personnes sur le alley flip sur ma chaîne, j'ai fait une playlist sur le alley flip et bah tous ces gens-là, ils m'ont dit que après l'expérience, ils ont l'impression qu'il y a un petit peu de l'expérience qui reste avec eux. Ils ont l'impression de jamais descendre à 100%, comme si le changement de réalisation qui avait été fait, ou par exemple avec de l'LSD tout seul, bah, on a des réalisations qui restent, mais on va dire que peut-être cette touche de, je sais pas comment expliquer, cette touche de vision du monde changée pour toujours avec un Ali-flip, elle va être beaucoup mieux intégrée, etc. Et c'est quelque chose que je disais aux gens, ou moi, je disais, on a l'impression de jamais redescendre vraiment, et les gens, ils avaient le même feeling. Voilà. Ok. Ouais, donc ouais, ça, il y a quelque chose qui s'imprime, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a Bah, moi, je veux dire que cette impression. j'ai pas vraiment eu ces descentes violentes dont tu parles et j'ai l'impression que ce que tu décris, alors peut-être que je vais peut-être faire un Ali flip sans le savoir, mais
Mais il y a eu quelque chose, justement, moi, qui m'a beaucoup porté pendant longtemps, et voilà, qui aussi s'est imprimé en moi, alors que ça commence à remonter, que voilà, enfin, si tu veux, moi, je ritualise énormément les moments où je choisis de faire ça pour tout un tas de raisons. Il y a vraiment un moment où c'est sélectionné, et puis ensuite rien pendant 1, 2, 3 mois, je sais pas, enfin, tu vois, en fonction de là où je me trouve. Et ok, c'est intéressant, c'est intéressant, parce que moi, je te dis, c'est ça qui me faisait peur avec la MDMA, c'était cette cassure, quoi. Ah, c'est super, c'est super, c'est super. Enfin, et ensuite ça se casse la gueule. J'ai pas du tout eu ça. Alors peut-être que c'est parce que j'ai utilisé des dosages un peu plus restreints, je ne sais pas. Mais ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Belle invention en tout cas, hein. Merci. Belle création. Bah, si jamais un de ces jours t'es curieux, on en parle et voilà. Si Ah, jamais c'est quelque chose que tu as. Le problème, c'est que je suis curieux en général. C'est voilà, on se lance pas trop dans ce genre de choses sans une certaine curiosité, je crois. J'imagine, j'imagine. Ok, maintenant qu'on a fait un peu le tour de ce Haliflip, est-ce qu'il y a un autre sujet que tu avais envie d'envisager Oui, bien d'aborder sûr. ensemble? Bah, là, je pense qu'on a parlé des combinaisons et tout. Et je pense juste quelque chose, je pense que toi, t'en parles pas beaucoup sur ta chaîne. J'aimerais parler des dissociatifs. Du coup, les dissociatifs, la famille de la les kétamine. dissociatifs. Alors moi, j'avais Voilà. proposé d'enchaîner un petit peu plus sur le Bufo alvarius parce que je me rends compte Ah qu'on oui, n'a pas avec vraiment grand évoqué la plaisir. mort de l'ego. Et pour moi, le Bufo alvarius, c'est probablement la meilleure... La molécule pour la mort de l'ego, ouais. Ah L'allée ouais, simple. ouais, ah L'allée ouais, simple. ouais, ah L'allée simple. ouais, ouais, ah L'allée ouais, simple. ouais, ah L'allée ouais, simple. ouais.